Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité. Quand j'ai reçu cette invitation, d'ailleurs, je me suis dit, bon, l'anticipation, par quel biais aborder cette chose à partir des choses que je connais bien. Et il m'a semblé que l'expertise était un angle d'approche, l'expertise scientifique, s'entend, était un angle d'approche pertinent. Donc je vous propose un exposé en deux parties. Au fond, l'expertise scientifique, c'est quoi? Prenez l'exemple d'une politique énergétique. Bon, qui c'est qui va définir une politique énergétique? Il faut des spécialistes de l'énergie, il faut des gens qui sachent anticiper précisément. Mais qui décide du politique? Ce n'est pas l'expert, c'est le politique par définition. Mais je ne sais pas ce qu'il en est en France. Je puis vous dire qu'en Belgique, depuis plusieurs législatures, les ministres de l'énergie, ce sont des juristes. Bon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant qu'un ministre de l'énergie soit incapable de vous expliquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire? Donc la question, c'est un peu cela, si vous voulez. Comment articuler des questions de technicité très élevées, qui ont pourtant une dimension politique. Comment la démocratie peut-elle jouer? Comment se fait le jeu de la démocratie avec des questions où la technicité est très élevée? Ça, c'est un peu la première question que je voudrais vous proposer à partir de divers exemples et montrer qu'il y a plusieurs modèles possibles d'articulation du scientifique et du politique dans ce domaine. Et en un deuxième temps, si vous voulez, je voudrais vous proposer une réflexion beaucoup plus générale qui s'articule à cela, sur les relations sciences-société et autour de ce que j'appelle une nouvelle figure de la modernité. C'est un niveau de généralité important, mais qui, me semble-t-il, est absolument essentiel. Je suis très marqué par les questions internationales. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup de contacts. Je dis, comme biologiste, je fais de la philo, de la biologie. Je suis biologiste au point de départ, et puis j'ai fait de la philo par la suite. Mais comme biologiste, je suis très sensible à la biodiversité. Mais une autre question, que reste-t-il de notre diversité culturelle dans 50 ans? Et la science est tout sauf neutre par rapport à ça. Je donne aussi des cours de philo à de futurs enseignants en sciences. Je dis, vous enseignez les sciences, vous êtes un des fers de lance de la destruction de la diversité culturelle dans notre société internationale. Est-ce qu'il y a moyen d'être un prof de sciences, convaincu par ce qu'il fait? Un scientifique, par définition, est passionné par la science. Est-ce qu'il y a moyen d'être un prof de sciences convaincu, sans contribuer de manière majeure à la destruction de la diversité culturelle? C'est les deux mêmes questions. Comment articuler une dynamique scientifique rigoureuse au service d'une société qui garde son indépendance? Parce que le concept de démocratie présuppose que ce ne sont pas les scientifiques qui dirigent, c'est le politique. Voilà, globalement, donc, premier point, expertise et politique. Donc, deux parties à mon exposé, expertise et politique, et puis le rapport à la modernité. Un point préliminaire pour réfléchir au rapport entre expertise et politique. C'est une distinction qui me paraît pertinente entre technique et technologie. Alors, la terminologie, au fond, n'a pas grande importance, mais la distinction a de l'importance. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est qu'une technique? C'est un processus de transformation maîtrisé au laboratoire. Si vous prenez un moteur à explosion, le spécialiste du moteur à explosion, c'est les ingénieurs, ils travaillent sur le rendement du moteur à explosion. Mais la technologie, c'est quoi? C'est le même processus technique, mais dans la société. Qui est le spécialiste de la technologie? Si vous parlez des moyens de transport avec moteur à explosion, qui est le spécialiste des moyens de transport avec moteur à explosion? Écoutez, même les guerres internationales sont liées au pétrole. Autrement dit, si vous réfléchissez sur la technologie, autrement dit, si vous réfléchissez sur l'impact d'une technique dans une société, vous ne vous adressez plus aux mêmes personnes. Et le spécialiste de la technologie, il y a bien entendu le spécialiste de la technique, mais l'ingénieur qui est spécialiste du rendement d'un moteur, il ne peut pas dire grand-chose, même sur la gestion du pétrole, sur l'organisation d'une ville, sur les parkings. Donc on est dans un registre là où il me semble tout à fait essentiel de distinguer technique et technologie. J'en arrive à mon point. 4 modèles pour penser les rapports entre expertise et politique. Le modèle technocratique,
Paradoxalement, c'est presque en sciences humaines qu'il existe le plus. Mais je vais d'abord dire ce que c'est. Le modèle technocratique part de l'a priori que la science est neutre. La science est neutre d'un point de vue épistémologique. La science est un lieu d'universalité. Il y a une visée de la vérité, la science. Darwin n'est pas perçu comme un produit du 19e siècle. Non, Darwin n'est un produit de même qu'Einstein. Bon, c'est un discours qui a une visée d'universel. Par conséquent, c'est neutre sur le plan épistémologique. C'est neutre aussi sur le plan axiologique, sur la science, que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas, que vous êtes anticlérical. Bon, la science se présente comme neutre sur le plan axiologique. Il n'y a pas de valeur dans la démarche scientifique telle qu'elle se présente. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, il y a des gens qui vous disent écoutez, une politique énergétique, donnons le pouvoir aux gens compétents. Donnons le pouvoir aux gens compétents. Hein. Puisque un bon technicien qui maîtrise parfaitement le dossier, voilà la personne qui doit prendre position. Ça, c'est l'intuition technocratique. Moi, j'y vois 3 déficits. Le premier déficit est épistémologique. Contrairement à ce qu'on croit, je pense que l'ingénieur, même du nucléaire, n'est pas le plus compétent pour définir une politique d'énergie. Pourquoi ? Parce que la politique énergétique, ce n'est pas simplement faire fonctionner une centrale. La politique énergétique, c'est l'intégration d'une dynamique sociale très beaucoup plus générale, y compris d'ailleurs internationale. D'ailleurs, la France avec la Belgique, sur ce plan-là, on est exactement dans le même bateau. On est les 2 seuls pays au monde qui recourent au nucléaire pour plus de 50% de leur énergie. Hein. Et c'était dans les années 70. Nous, on dit 70, mais enfin, je pense qu'on peut traduire. Et dans les faits, le véritable enjeu, hein, c'était l'indépendance par rapport au pays de l'OPEP. Bon. Mais si l'enjeu est l'indépendance par un pays de l'OPEP, on n'est pas dans un discours technique, on est clairement dans un discours politique. Autrement dit, il y a un déficit épistémologique à la technocratie. Il y a un déficit philosophique majeur, sur lequel je vais revenir, bien entendu, et qui va faire l'objet de débat, c'est la distinction fait-valeur. C'est que, et je reviendrai à ça tout de suite après, hein, si la politique est un lieu d'action, l'action s'articule à des valeurs. L'action est typiquement le lieu. L'action présuppose qu'on est devant un monde à déterminer et que par conséquent, si on veut changer quelque chose, c'est en fonction d'un critère, au moins d'un monde préférable à un autre. Hein, du bien, du mal, on est encore au moins d'un monde préférable. Mais s'il est préférable, c'est qu'il est meilleur et donc il y a un système de valeurs derrière. Et bien entendu, il y a un déficit démocratique. Alors on me dirait, est-ce que je me bats contre des chimères ? La question de technocratie apparaît comme ça théorique. Mais regardez le débat. Moi, ça me frappe très très fort. À Louvain, on est quand même tout près de Bruxelles et des Européens. Regardez les débats entre la Commission européenne et le Parlement européen. Et je suis ébahi quand vous êtes des gens qui sont proches de la Commission, du mépris qu'ils ont pour la démocratie. Bon, les commissaires ne sont pas élus. Les commissaires sont choisis par des gens qui ont été élus. On est dans un registre complètement différent. La démocratie n'est pas si... ça frappe très fort. C'est un lieu, si vous voulez, où on s'attendrait à ce que ce soit des hauts lieux de défense de la démocratie. Oh, regardez les conflits sur toutes les lignes. Prenez les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Hein. Vous allez discuter avec les gens de la Commission européenne. Mais ils au fond... Qu'est-ce que la démocratie, avoir dans un truc pareil? Ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Donc, je veux dire, le plus profond mépris pour ce bas peuple, hein, qui n'y comprend rien aux organismes génétiquement modifiés. Un autre thème au niveau technocratie, moi, ce qui me frappe très très fort, je suis philosophe des sciences, biologiste, d'accord? On marche sur des œufs quand on essaye de penser les rapports science-vérité, ok? Quand vous entendez un économiste parler, pourtant l'économie, on s'attendrait à ce qu'il soit plus prudent. Moi, je constate que les économistes parlent comme s'ils connaissaient la science de manière radicale, aucune distance critique par rapport à leurs références théoriques, et on vous impose des politiques avec une certitude comme ça, et un rapport à l'objectivité, hein, le rapport à l'objectivité dans les politiques économiques. Je dis, il y a un rapport au savoir qui est très proche de ce qu'on appelle une technocratie. Si les physiciens faisaient ça pour définir une politique énergétique, on crierait à la technocratie. Les économistes, ils peuvent se le permettre, et on ne crie pas à la technocratie. Donc je veux dire là, le rapport science, savoir, décision politique
est quelque chose de très complexe. Et le concept de technocratie a toute une importance. Un dernier point, et je pense à des experts. Il y a j'ai un copain, un docteur en chimie, qui représentait les syndicats dans tous les débats autour à la Commission européenne, précisément, dans tous les débats autour des produits chimiques, si vous voulez. Hein. Lui, il me disait, je suis ébahi. Ça veut dire quoi, la démocratie? On est dans des niveaux de technicité absolument incroyables. Et comment veux-tu que... Donc, à la limite, si vous voulez, il faut une démocratie par substitution, ou créer des commissions où il y a des rapports de force qui sont suffisants et qui reflètent la démocratie. Mais c'est clair que dans certains domaines, les techniciens prennent le pouvoir. Et ça, c'est une intuition qui va à l'encontre. C'est un fait, ce n'est pas une intuition qui va à l'encontre de l'intuition de la démocratie. Deuxième modèle, qui est le modèle webérien. Justement, Weber qui se situe dans une position post-kantienne, si vous voulez, de distinction de fait de valeur. Hein. La distinction de fait de valeur, vous savez, ça remonte à Hume. Hein. Il est ne comptera jamais un il doit. D'accord? Donc, d'une certaine manière, l'idée d'un Max Weber est de dire que la science, le scientifique, décrit les choses, explique les choses telles qu'elles sont, alors qu'en fait, quand on agit, on est devant un futur indéterminé, et quelque part, on doit trouver des critères pour définir une action bonne, ou un monde en fonction de quoi vous choisissez, par exemple, une énergie nucléaire, une énergie fossile. Bon. Quand je vous dis que le choix du nucléaire était une volonté de ne pas dépendre des pays de l'OPEP, c'était aussi un choix de dépendre de l'Afrique du Sud, puisque c'est là que se trouvaient tous les matériaux radioactifs. À une époque où l'Afrique du Sud était un pays où il y avait bien entendu l'apartheid et où il y avait un blocage complet au niveau mondial. Donc c'est des choix de valeur, indépendamment même de ces relations internationales. C'est évident qu'il y a tout le rapport au CO2, donc il y a plusieurs scénarios possibles. Et chacun de ces scénarios peut faire l'objet d'une évaluation différente en fonction du système de valeurs de chacun. Donc l'idée de Max Weber est de dire, les scientifiques font leur boulot, ce sont des techniciens qui maîtrisent parfaitement le dossier. Qu'ils fassent des scénarios. Et le politique est habilité, c'est précisément, les élections servent à ça. La légitimité du politique, c'est de prendre des décisions et d'engager des valeurs. Ce n'est pas le fait du scientifique, ça. C'est le fait du politique. Et donc, il y a une sorte de division du travail, si vous voulez, chez Max Weber, où on attend des scientifiques qui fassent très bien les dossiers, qu'ils proposent une série de scénarios, et c'est le politique qui doit prendre ses décisions. Voilà. Et alors là, si on fonctionne, ça fonctionne bien. Alors, si vous voulez, on reste dans la logique d'une neutralité épistémique et d'une neutralité axiologique de la science. Hein. On reste dans une logique où la science a un statut de légitimité énorme dans le rapport au savoir. Mais on inclut le fait qu'il y a non-neutralité axiologique du politique. L'action n'est pas neutre. Une action n'est jamais neutre sur le plan d'une valeur. Si on agit, c'est qu'on est devant une indétermination de plusieurs mondes possibles, et s'il y a plusieurs mondes possibles, on peut toujours se poser la question qu'il y en a un qui est préférable à l'autre. Bon. Donc, je veux dire, il y a une non-neutralité axiologique du politique, mais dans le modèle weberien, on est toujours dans une neutralité axiologique du scientifique. Celle qui se distingue, si vous voulez, oui, c'est ce que je viens d'évoquer, un exemple, à certains égards, si vous voulez, le modèle weberien, c'est le modèle qu'hypothétiquement on a en tête, qui est le plus dominant. Hein. La sociologie va critiquer ça de manière très forte, mais n'empêche que le schéma, prenez la création des médicaments, hein, même s'il y a des problèmes dans la création des médicaments, vous avez d'une part le politique qui règle toute une série de choses, les scientifiques, et vous avez une articulation du politique et du scientifique. Même les politiques énergétiques, on est bien actuellement dans une articulation du politique et du scientifique. Mais en quoi il y a problème dans ce modèle ? C'est la sociologie des sciences. C'est la sociologie des sciences, si vous voulez, qui, quelque part, va montrer que les choses sont un peu plus compliquées qu'il n'y paraît, et que la présupposition weberienne d'une sorte de neutralité axiologique de la science, voire de neutralité épistémique de la science,
est très très problématique. Pourquoi le refus de la neutralité épistémologique ou épistémique? Vous savez que Latour, si je prends Latour, mais il y en a plein d'autres, sur tout le courant de la sociologie des sciences. Si vous regardez la science comme un processus cognitif lié à une culture, qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique, entre guillemets? C'est une croyance partagée par toute une série d'acteurs qui partagent les mêmes présuppositions et qui ont des codes pour accepter une croyance. Donc, si vous voulez, la logique anthropologique vous dit qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique? C'est une croyance partagée. Point. Bon. Autrement dit, si vous voulez, je ne dis pas que Latour va jusque-là, parce que Latour est très fouillant. Enfin bon, si vous prenez cette intuition, prenons, si je parle en termes d'intuition théorique. Si je parle en termes d'intuition théorique, quelque part, le darwinisme, qu'est-ce que c'est? C'est la cosmologie de la fin du 19e siècle mais qui est liée à la culture occidentale. Chaque culture a sa cosmologie. Nous, on a une cosmologie einsteinienne physique et puis une histoire d'évolution darwinienne, mais ça fait partie... il y a 2000 ans, il y avait la jeunesse, maintenant, on verra ce qu'il y a dans 500 ans. Donc, si vous voulez, dans cette perspective-là, vous laissez tomber toute visée d'universel. La science comme visée d'universel est complètement ignorée, si vous voulez. Ça, c'est le refus de la neutralité épistémologique. Il y a aussi le refus de la neutralité axiologique. Considérer la science actuellement comme neutre. C'est neutre sur quel point? Parce que, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la science actuellement? Il y a une association, depuis une quarantaine d'années, il y a une association de fait de tout le secteur scientifique avec le secteur industriel. La recherche-développement du secteur industriel, d'une certaine manière, c'est la science. Donc il y a une association de fait de la démarche scientifique avec toute une démarche de type économique. Donc on est dans une non-neutralité axiologique. Bien plus, si je reprends même en termes culturels, la science, c'est le fer de lance de la culture occidentale et du capitalisme. C'est la thèse suivante, c'est la thèse de Habermas. Je suppose que vous connaissez le texte d'Habermas, la technique et la science comme idéologie. Bon. Donc, autrement dit, il y a un côté fort comme affirmation. Mais si vous êtes un peu lucide, qu'est-ce que vous faites comme prof de science? D'où vient qu'il y a... Vous savez que je crois que c'est la même chose en France, en Belgique, les doyens de faculté des sciences sont complètement désespérés. Il n'y a plus de jeunes qui veulent faire des sciences. Pourquoi? Parce que, écoutez... Au début du siècle, faire des sciences, c'était participer à une entreprise de libération de l'humain. C'était travailler pour le futur. Maintenant, vous faites des sciences. Vous travaillez sans doute pour le futur, mais vous voyez surtout que vous êtes au service des multinationales qui font des médicaments. Ils font des médicaments, c'est très bien, mais en fait, ils font des médicaments, c'est même pas pour soigner les gens, c'est pour faire de l'argent, puisque on est dans une... Donc, alors que le scientifique se perçoit, si vous voulez, comme une sorte d'artiste qui veut découvrir le monde et passionné de vérité, il constate que le fait scientifique est complètement utilisé dans des dynamiques marchandes. Bon, effectivement, ça pose problème en termes d'une image, si vous voulez. Or, les images, c'est tout sauf secondaire dans la constitution de l'identité d'un individu. Donc le modèle latourien, c'est un modèle que je qualifie de postmoderne, et il va plus loin même. Il va plus loin, très concrètement. Quelle est la crédibilité de la parole d'un ingénieur d'EDF qui défend le nucléaire? Ah mais elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. Mais alors, il pousse... J'aime beaucoup son analyse sur ce plan. Qu'est-ce qui distingue la rhétorique de la philosophie ou de la science? La rhétorique. En Belgique, la dernière année d'humanité, on avait ça la rhétorique. En souvenir du moment où beaucoup de monde faisait du latin et on voyait donc les rhéteurs, les grands orateurs en dernière année d'humanité. Bon, la rhétorique, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise la rhétorique? C'est une science, au sens... La rhétorique, c'est l'art oratoire, l'art de convaincre. Pour un rhéteur, la vérité, c'est une contrainte, ce n'est pas l'objectif. La vérité n'est que contrainte, ça veut dire qu'il ne peut pas dire de conneries pour dire les choses platement. Le rhéteur ne peut pas dire d'erreur, mais il n'est pas obligé de dire toute la vérité. Quand vous êtes un témoin, vous devez dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Eh bien, le rhéteur ne doit pas dire toute la vérité. Le rhéteur, la vérité est une contrainte.
Et l'objectif, c'est quoi? Ben, c'est de vous convaincre qu'il a raison. Voilà. L'art oratoire, c'est l'art de transporter les foules, de retourner une foule, de mettre une foule dans sa poche. Autrement dit, si vous voulez, l'ingénieur du nucléaire qui parle au nom d'EDF, ce n'est pas un scientifique, c'est un rhéteur. Il met sa compétence, non pas au service de la vérité, mais au service d'une thèse particulière de type politique. Donc on est dans un registre, pour la Tour, dans tous les débats qui concernent le politique et le technique, on est dans une rhétorique généralisée. Il n'y a aucune raison de donner plus de poids au discours du scientifique que d'autres, puisque le discours du scientifique se met au service d'une thèse particulière, et par conséquent, on n'est plus au service de la vérité, on est donc dans le registre de la rhétorique, et non pas non plus dans le registre de la science ou de la philosophie. Parce que sur ce plan, d'ailleurs, science et philosophie sont très proches. Je suis toujours étonné, moi, quand on la science, c'est une fille de la philosophie, et puis elle s'en est bien qui est devenue adulte et qui n'a plus rien à voir avec sa mère. Mais les grandes questions philosophiques sont les mêmes que les grandes questions scientifiques. La question du vrai, la question de l'objectivité, la question de la réalité. Ce sont la science émerge de la philosophie et effectivement ont en commun la visée du vrai. Donc, sur le plan d'expertise, si vous voulez, pour quelqu'un comme Latour, il n'y a aucune légitimité particulière du discours scientifique. Je ne puis pas être d'accord. Et je ne vous cache pas que j'ai une certaine admiration pour Habermas, pour le modèle habermasien. Pourquoi? Parce que précisément Habermas est un gars qui n'a pas peur de tenir des paradoxes. Un des premiers textes de Habermas, c'est La technique et la science comme idéologie. 1969. Hein. Maintenant, vous direz, on est en pleine mouvance, si vous voulez, de la fin des années 60. Mais enfin, quand même. La technique et la science, c'est une idéologie. La thèse d'Habermas, c'est de dire, mais la science n'est pas neutre. Il n'y a pas de neutralité axiologique de la science. Actuellement, la science est le fer de lance idéologique du capitalisme. Le capitalisme, il n'a même pas besoin de se donner une idéologie. Lorsque vous avez une culture qui envoie des hommes sur la Lune, mais dans le rapport de force entre cultures, les autres cultures n'existent plus. Toutes les cultures sont à plat ventre devant la culture occidentale. À cause de quoi? Pas à cause du capitalisme, à cause de la science. Donc, je veux dire, l'idée d'Habermas, c'est tout simplement ça. Une association de fait, une alliance de fait, si vous voulez, entre le capitalisme et la science, qui fait que le capitalisme n'a même plus besoin de se donner une idéologie. Son association à la science suffit en termes de force de persuasion, puisque dans l'idéologie, il y a l'idée rhétorique d'une force de persuasion. Donc, il y a une non-neutralité axiologique de la science, dit Habermas, et donc on pourrait dire qu'il y a une pertinence du discours latourien d'un point de vue sociologique. Parce que c'est une des forces d'Habermas d'avoir à côté d'un point de vue sociologique, d'un point de vue épistémologique. Alors, d'un point de vue épistémologique, et c'est dans le texte plus tardif, celui dans Vérité et Justification, il distingue 4 types de rationalité. La rationalité épistémique, la rationalité téléologique, la rationalité herméneutique et la rationalité communicationnelle. Ça veut dire quoi? De la rationalité épistémique, il renvoie à la science, il renvoie à la connaissance, mais il renvoie à toutes les démarches de discipline scientifique qui se donnent la vérité comme objectif. Si on prend la Tour au sérieux, hein, c'est ce que je vous disais, la théorie de l'évolution biologique, c'est une sorte de cosmologie parmi d'autres. Ce n'est pas du tout la perception qu'a la science a d'elle-même, ce n'est pas du tout la perception que dit la philosophie des sciences non plus. Je pense qu'il y a une visée, de rapport à la réalité et de rapport à la vérité dans la démarche scientifique que la Tour gomme complètement. Et où les impacts sociaux seraient énormes. Je reviendrai plus loin aux impacts sociaux. Autrement dit, il y a une rationalité épistémique. Et la rationalité épistémique, dans une perspective popperienne, Popper est intéressant, parce que Popper montre que les sciences est un système construit. Donc on pourrait dire que c'est un constructiviste, mais il n'est pas du tout relativiste. Vous savez qu'un des bouquins de Popper, c'est la connaissance objective. Autrement dit, Popper tient déjà une posture, si vous voulez, à la fois constructiviste et non relativiste.
Mais il y a de ça aussi chez Habermas. Hein. Donc il y a une rationalité épistémologique qui doit être prise en tant que telle et qui aboutit à des positions qui n'est pas du tout relativistes. La rationalité téléologique, c'est quoi? Le télos, en grec, vous savez, c'est la fin, hein, la finalité. C'est l'éthique. La rationalité téléologique, chez Habermas, c'est tout simplement l'éthique. Alors, Habermas est un post-kantien lui aussi, hein, sur ce plan-là. Et dans l'éthique, Kant fait confiance à la raison. Mais fait confiance et Habermas fait confiance à la raison comme processus. Et là aussi, il y a quelque chose que je trouve de fort. Sur la position relative, on a le sentiment que si les valeurs, par exemple, sont construites, hein, on est dans le relativisme. Ce n'est pas la thèse habermasienne. D'une certaine manière, si tout le monde se met d'accord sur le fait qu'une valeur est absolue, elle devient absolue. Autrement dit, on n'a pas le choix entre une sorte d'éthique dogmatique ou le relativisme. Au contraire, dans la perspective kantienne, comme dans la perspective habermasienne, à partir du moment où vous faites confiance à la raison, il n'est pas du tout exclu, ou au contraire, il faut miser sur le fait, c'est ça faire confiance à la raison. Il faut miser sur le fait que les êtres humains, en réfléchissant, seront capables de se donner à eux-mêmes une éthique qu'on peut qualifier d'universelle. Alors vous dites, il rêve le mec, d'où c'est qui sort ce gars? Mais ça dépend de ce que vous appelez éthique, bien entendu. L'esclavage. Vous connaissez beaucoup de monde qui serait prêt actuellement à défendre le principe de l'esclavage? Il y a 150 ans, la moitié des États-Unis a pris des armes pour défendre le principe de l'esclavage. Mais 150 ans, c'est rien du tout dans l'histoire de l'humanité. Autrement dit, on peut avoir de l'image kantienne de l'humanité. C'est que l'histoire est une sorte de processus de lente maturation, et que de cette lente maturation, les êtres humains sont capables de se donner une éthique de type universel. Les droits de l'homme vont dans ce sens-là. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais les droits de l'homme vont dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une fondation absolue des droits de l'homme? Il y a peu de gens qui défendent encore cette thèse. Mais est-ce que, du fait qu'ils ne sont pas fondés de manière absolue, ils sont relatifs? Pas du tout. On peut très bien décider d'une valeur absolue. Donc là, ça, c'est la rationalité téléologique d'un Habermas. La rationalité, pourquoi je parle de rationalité herméneutique ici? Mais ça rejoint tout à fait le débat. Ça rejoint tout à fait le débat du relativisme culturel et de la problématique culturelle. En 2009, c'était l'année Darwin. Bien entendu, comme je suis biologiste, j'ai été sollicité à de nombreuses reprises. Est-ce que le darwinisme remet en cause tout discours religieux? Eh bien, figurez-vous que je donne cours aussi en faculté de médecine. Premier bac, donc vous avez quoi? 800 étudiants à Bruxelles. 800 étudiants à Bruxelles, ça veut dire qu'il y a 300 musulmans. C'est intéressant. Je veux dire, là vous êtes devant... Alors, je défends la thèse, mais avec fermeté, enfin, avec les précautions d'usage, et sans rentrer dans tout le détail, je défends la thèse qu'il y a moyen des darwiniens, de défendre des théories d'évolution biologique, et de croire, je parle même en termes théoriques, je ne parle pas en termes personnels, je parle en termes théoriques. Je pense que ce n'est pas incompatible avec la foi dans une transcendance. Je dis ça comme ça. À l'intercours, il y a une étudiante qui est venue, mais j'étais même un peu admiratif parce que c'est une petite dame de 18 ans, hein, premier semestre à l'université, qui vient se bagarrer avec son prof de philo et qui me dit « Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça !» Ouf, comme on dit à Liège. Il faut y gonfler quand même, hein. L'étudiante qui vient de dire « J'ai pas le droit de dire ça !» Mais je me dis, d'où elle sort? Non, mais je veux dire, je ne lui ai pas dit ça comme ça, mais c'est après coup, je me dis, je ne peux pas laisser passer ça. Parce que cette jeune femme, c'est une Belge, hein. Elle est née en Belgique, elle a fait toute sa formation en Belgique, elle a eu une catéchèse en Belgique. C'est une musulmane à qui on a dit que... Mais je dis, là, il y a un enjeu culturel majeur. Là, l'avenir de nos cultures sont en jeu. Est-ce qu'il y a moyen d'être un prof de sciences? Est-ce qu'il y a moyen d'être un prof de sciences sans déstructurer complètement? Écoutez, c'est bien simple. À partir de ce moment-là, je me dis, je ne peux pas laisser tomber. Eh bien, j'ai lancé des programmes de recherche avec Marrakech, avec Tunis, avec Beyrouth, sur les questions sciences, modernité, culture, religion, la rencontre. Ce qui se joue dans le nord de l'Afrique actuellement,
Mais c'est la rencontre de la modernité et de l'islam. Il y a un islam moderne. Est-ce qu'il y a moyen d'être moderne et musulman? L'enjeu est énorme. Et quand on pense interaction entre science, culture, politique, je pense qu'on touche là quelque chose de tout à fait fondamental. Et je développerai ça encore par la suite, si vous voulez. La rationalité herméneutique, ça veut dire quoi? Mais lorsqu'on touche à la question de la signification, on ne quitte pas la rationalité. Mais on tombe dans une rationalité où manifestement, il y a un pluralisme irréductible. La rationalité épistémique conduit à des vérités univoques. Je suis un réaliste en sciences, un peu indécrottable, un peu vieille, mais je vais vous dire quels sont les enjeux. Par contre, si vous voulez, dans la rationalité téléologique, je vous ai dit ce qu'il en était, dans la rationalité herméneutique, on est dans une situation où on doit constater qu'il y a une sorte d'irréductible pluralisme. Quant à la rationalité communicationnelle, ça c'est la rhétorique que j'ai évoquée tout à l'heure. Excusez-moi, je ne peux pas vous emprunter sur ça. Bien. J'en reviens à la question des experts. À partir d'Habermas, je parle d'un modèle pragmatico-politique. Ça veut dire, si vous voulez, qu'il faut analyser l'expertise avec la double présupposition, à la fois paradoxale mais non contradictoire, comme je l'évoquais, d'une non-neutralité axiologique du discours expert et d'une neutralité épistémologique du discours expert. Parce que même l'ingénieur EDF, c'est un mec compétent qui maîtrise parfaitement son dossier. Et dans la rhétorique qu'il développe, c'est sans doute un des rhéteurs les plus difficiles à convaincre. Hein, mais c'est pas parce qu'il est dans une posture de rhéteur que son discours, que le discours scientifique n'a pas toute sa force. Alors le modèle pragmatico-politique, c'est justement, si vous voulez, la nécessité d'une interaction continue entre l'expert et le scientifique. Alors bon, j'ai pris l'ingénieur de la création de médicaments. Je le prenais comme exemple de Weberien. Mais écoutez, vous êtes sans doute un certain nombre plus connaisseurs que moi de la question. La problématique des conflits d'intérêts montre quand même bien, quelque part, que précisément, il y a une non-neutralité axiologique de la science. Prenez même sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Écoutez, trouver un expert neutre, mais c'est quasi de l'ordre de l'impossible. Hein. D'ailleurs, même Kouriski et Vinet, dans leur bouquin sur l'expertise, si vous voulez, montrent bien ça. En Belgique, le grand expert qui vous parle de grands défenseurs des OGM, comme par hasard, mais en même temps, un des meilleurs connaisseurs, il a qu'à eu le prix Nobel, mais il a 150 chercheurs qui sont payés pour travailler là-dessus. Lui-même ne touche pas un centime lui-même. Hein, donc, mais n'empêche, si vous voulez, qu'il a toute une série de contrats de recherche. Alors, on ne peut pas dire qu'on est dans une neutralité axiologique. Mais en même temps, c'est un mec très compétent. Donc, vous voyez, on est dans un registre où la problématique de l'expertise, est très complexe. Alors, pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec Latour ? Parce que je pense qu'il simplifie complètement les choses. Il a tout à fait raison de souligner la problématique de la rhétorique et la problématique de la non-neutralité axiologique de la science, mais ce n'est pas incompatible avec la neutralité épistémologique de la science. Parce que si vous ne défendez pas l'idée de la rationalité épistémologique, de la neutralité épistémologique, vous coupez les ailes à toute action possible. Le GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Qu'est-ce qui fait sa force ? Le fait que ce soit un groupe de scientifiques, la quasi-totalité des tenants d'une discipline, et qui tient un discours à 95% commun. Je pense qu'une telle force est la seule qui est capable d'aller à l'encontre des intérêts économiques dans notre société actuelle. Regardez ce qui s'est passé au moment de la vache folle. Ça m'a ébahi au moment de la vache folle en Angleterre. Tant que les scientifiques n'ont pas démontré par A plus B, hein, de manière incontestable, qu'il y avait transfert effectif de la maladie
hein, du côté de la vache. Donc il y a possibilité de passage d'une espèce à une autre. Hein, en 2 mots, la vache folle, je suppose que vous vous souvenez, hein, c'est en Angleterre. Il y a eu d'abord la tremblante du mouton, et puis il y a eu la vache folle, et puis il y a eu la Creuset-Jacob du côté humain. Bon, toute la question de savoir qu'est-ce qui se passe Et il a fallu que les scientifiques travaillent. Et le prion, si vous voulez, c'est la mise en évidence pour la première fois d'une pathologie qui se transmet par des petits morceaux de protéines. C'est ça le prion. Bon, c'était inconnu. Eh bien, dites-vous bien, jusqu'en 1996, la crise de la vache folle a été gérée uniquement en fonction des intérêts des agriculteurs anglais. Aucune autre considération. Et une fois que les scientifiques disent tac, oh, merde alors, bon, il faut qu'on change tout, et c'est des millions de vaches qui sont passées à la casserole. Enfin, pas à la casserole, qui ont été liquidées. Le GIEC. Je ne vous cache pas l'admiration que j'ai pour le GIEC. La science, le discours scientifique. Je ne vois que ça. C'est la seule instance qui, par simplement le discours, est capable de casser la logique économique. Je n'en vois pas d'autre. À cause d'une neutralité épistémologique de la science. Si vous laissez tomber la neutralité épistémologique de la science, bonjour les dégâts. Enfin, bonjour les dégâts, c'est une manière de parler. On est dans un registre, disons, où il n'y a plus moyen de lutter contre un économisme intégral. Conclusion 1. Ouf, là, oui, c'est vrai. Ça va Comme vous laissez d'entendre qu'il y a beaucoup de temps, je me laisse un peu aller aussi. Donc, conclusion 1. Complexité de la problématique de l'anticipation impliquant la technologie. Il y a articulation des rationalités épistémiques, éthiques, herméneutiques et communicationnelles. Deuxième point, qui n'est pas un point de conclusion, mais qui est plutôt un préalable. C'est clair qu'en prenant la question du futur à partir de la question de l'expertise et de l'articulation politique, je présuppose que le futur est ouvert. Je prends donc distance par rapport à une série de philosophies de l'histoire de type déterministe. Hein. Bon, je ne vais pas me lancer dans un débat sur Hegel, Marx et Althusser. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, mine de rien. Bon, enfin, ce n'est pas ici l'enjeu. Mais ce que je veux montrer quand même, c'est que la présupposition de tout mon discours jusque maintenant, et qui sera encore pour la deuxième partie, c'est qu'effectivement, l'histoire, elle est ce qu'on en fait. Alors, je ne dis pas qu'il y a des déterminismes, bien entendu, hein, mais il y a des déterminations. Dans un autre discours, précisément à Lyon, je travaille. Au fond, mon sujet le plus pointu de recherche, c'est les rapports entre neurosciences et concept de libre arbitre. Voilà. Et alors là, précisément, je développe la thèse qu'il y a des déterminations qui ne sont pas nécessairement déterministes. D'accord ? Un système de détermination ouvre à un ensemble de possibilités. Et notre liberté individuelle comme notre liberté collective, c'est d'une certaine manière, dans cet espace de possible, de choisir ce qui nous paraît le mieux en phase avec notre système de valeurs. C'est ça, être libre. Donc on n'est pas dans une liberté absolue, mais on n'est pas non plus dans un déterminisme. C'est un déterminisme, notre discours est vain. J'ai la faiblesse de penser qu'il n'est pas complètement vain, même si je ne me fais pas trop d'illusions sur l'impact absolument décisif. Donc là, mais alors, il me semble que ces perspectives conduisent à une nouvelle figure de la modernité. Alors, ça veut dire quoi, une nouvelle figure de la modernité ? C'est quoi le moderne ? C'est quoi le moderne ? Alors, si vous voulez, le projet moderne, il faut le voir du XVIe au XVIIIe siècle. On peut aller jusqu'au XIXe même, parce qu'on peut dire que Hegel et Marx, c'est un peu l'aboutissement de l'intuition moderne. L'intuition moderne, c'est quoi ? Mais c'est que l'être humain, par sa raison, au Moyen-Âge, au fond, le Moyen-Âge est une société théocentrée. Ce n'est pas une théocratie. C'est une société théocentrée. Ce n'est pas une théocratie tout simplement parce que le clergé n'avait pas le pouvoir. Il y a toujours eu le prince et l'évêque. Donc vous savez, en Occident, la société médiévale occidentale n'est pas vraiment théocratique, elle est théocentrée. Mais la rupture avec la modernité, la rupture avec le Moyen-Âge, mais de nouveau, c'est les sciences. C'est Galilée. Pour moi, le moment inaugural, si vous voulez, de la modernité, c'est l'affaire Galilée. Qu'est-ce qui se passe à l'affaire Galilée ? Vous avez un discours scientifique, un discours nouveau, qui va à l'encontre du discours théologique. Enfin, en tout cas, il est perçu comme tel. On peut dire, mais indépendamment. Non. Il va à l'encontre du discours théologique. Mais dans la culture moyenâgeuse, ça ne se discute pas.
Le discours théologique est le lieu de la vérité, par conséquent, c'est qu'il s'est trompé. C'est d'ailleurs ce qui se passe à l'affaire Galilée, vous savez que Galilée, il signe, soit, mais toujours est-il que la démarche scientifique est lancée, et il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que, on est dans le... Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Galilée? L'être humain, par sa raison, a mis au point une méthodologie d'analyse de la réalité qui le conduit à des affirmations incontestables. Autrement dit, la raison est plus forte que Dieu dans ce truc-là. Qui dit le vrai? Ce n'est plus le discours théologique, c'est le discours rationnel. Le penseur de l'affaire Galilée, c'est Descartes. Descartes, l'affaire Galilée, 1630, Descartes est un contemporain de Galilée, passionné par Galilée, fasciné par Galilée, et qui pense l'affaire Galilée sans le dire, parce que, enfin bon, même en le disant, même sans le dire, c'était déjà dangereux. Vous savez qu'il a fui Paris pour aller à Leyde, puis enfin bref, je ne vais pas rentrer dans une... Mais donc, Descartes, c'est le penseur de l'affaire Galilée qui vous dit, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans l'affaire Galilée? Mais c'est que l'être humain, par sa raison, est capable d'un accès à la vérité, point. On le savait déjà avant. On le savait déjà avant. Hein? Parce que, la rationalité, c'est un don de Dieu. Pour saint Thomas, c'est même le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. Mais à partir du moment où c'était le même Dieu qui nous donnait la rationalité et qui nous donnait la théologie par le savoir, il ne pouvait pas y avoir contradiction. Hein? Bon. Autrement dit, si vous voulez, parce que toutes les universités ont été fondées au Moyen-Âge. On parle de l'obscurantisme moyenâgeux. Écoutez, il faut n'y connaître rien en histoire. Enfin, je veux dire, toutes les universités, enfin les grandes universités européennes, dont l'Université catholique de Louvain, datent du Moyen-Âge. C'est une université au sens fort. Une confiance en la raison pour tous les savoirs. C'est ça l'université. Mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est que l'université en Moyen-Âge a été créée avec une sorte de confiance en la raison. Puisque la raison nous était donnée par Dieu, elle ne peut pas entrer en contradiction avec le discours théologique. C'est le même bon Dieu. Il ne peut pas se contredire. Ben si, il se contredit. Je veux dire, plutôt, qu'est-ce qui se passe à l'affaire Galilée? C'est que précisément cette même raison, puisque Galilée c'est un grand chrétien bien entendu, cette même raison nous amène à des conclusions qui vont à l'encontre du discours théologique. Alors là c'est le clatch. Et quand il y a un clatch, qui c'est qui lâche? Eh bien ce qui s'est passé à l'affaire Galilée, au fond, c'est l'Église qui a persisté à tenir, mais qui a signé sa déconfiture. L'affaire Galilée, c'est le démarrage de la déconfiture de la société médiévale. D'ailleurs, c'est une des choses qui rassure. Enfin, ça peut-être... Vous savez, les gens qui ont condamné Galilée, ils avaient au moins cette intelligence-là, d'avoir senti que si Galilée avait raison, c'était la société médiévale qui était par terre. Galilée a eu raison, c'est la société médiévale qui était par terre. 2 siècles plus tard, il n'a pas fallu beaucoup de temps. Parce qu'on fait confiance à la raison. La science, c'est ça. Et chez Descartes, confiance en la raison, non seulement dans le rapport à la vérité scientifique, mais aussi à la vérité en totalité, bien entendu. Descartes est un grand métaphysicien. Donc ça, c'est le moment moderne. Qu'est-ce que c'est que l'homme moderne? L'homme moderne, c'est celui qui fait confiance à la raison. Comme objet universel. Et c'est en cela que Kant est un tout grand moderne. Et un grand moderne même qui anticipe, on parle d'anticipation, qui anticipe les limites de la science. Et qui anticipe les limites de la rationalité. C'est en ça, si vous voulez, qu'il est très contemporain. Mais pour Kant, l'être humain, par sa raison, mais il est capable de donner une éthique universelle. L'homme moderne n'est pas du tout un homme relativiste, c'est tout le contraire. L'homme moderne est un homme qui fait confiance à la raison pour obtenir la vérité universelle et qui fait confiance à la raison pour aboutir à une éthique universelle. Et qui fait confiance à la raison pour arriver à un gouvernement universel. Vous connaissez les textes de Kant de la fin du 1790, 1790, hein, la paix perpétuelle. Il faut être gonflé, hein. Napoléon est arrivé 3 ans plus tard pour lui... Enfin bref. Non mais, je veux dire, ça veut dire que l'intuition, l'homme moderne, non, il faut sentir, si vous voulez, la force et la puissance fantastique de l'intuition moderne. C'est un courant d'un humanisme fantastique. Dites-moi, enfin, si on fait confiance en l'être humain, si on fait confiance en l'être humain et en la raison, mais on va enfin pouvoir construire un monde qui se tient. Dans une démocratie, c'est nécessairement les gens les plus éthiques et les plus compétents qui arriveront au pouvoir. Voilà, c'est ça l'intuition de la modernité. Donc c'est ce qu'on appelle une triple autonomie. Triple autonomie
de l'accès au vrai, de l'accès au bien et de la justification du politique. Alors bon, Condorcet, le concept de progrès est important. Et si je dis Condorcet, je ferais Bacon, enfin, en Angleterre, disait ça encore 100 ans plus tôt. Ah, mais je trouve que le concept de progrès a une sorte de... C'est un récapitulatif de tout ça, si vous voulez. En Europe, on est progressiste. Mais être progressiste, ça n'a rien de naturel. Quand on est dedans, on a l'impression que toute société va faire ça. Le concept de progrès a 3 siècles, et on est bien dans un concept idéologique et un concept très fort de la modernité, qui fait confiance à la raison. Pourquoi parler de crise de la modernité ? Ben, la crise de la modernité a plusieurs sources. Je qualifie d'événementielles et de théoriques. Mais les événementielles sont quasi plus fortes. Et quand on parle de la guerre, je ne sais pas si... Bon, là, vous n'êtes peut-être pas tous philosophes, et les philosophes ont un jargon parfois compliqué, mais je vous recommande la lecture du bouquin de Stefan Zweig. Mémoire d'un Européen, ça a été publié de manière posthume. Stefan Zweig, c'est un juif très proche de Freud, un juif viennois qui a fui, c'est un écrivain, un biographe comme ça, qui a fui, un nouvelliste, hein, il écrit qui a fui le nazisme au début des années 30, qui s'est réfugié d'abord en Suisse, puis à Londres. C'est lui-même qui a prononcé l'éloge funèbre de Freud, qui s'était réfugié à Londres lui aussi. Puis avec son épouse, il est parti au Brésil, et en 1942, ils se sont donné la mort. Ils n'ont pas supporté... C'était des gens très, très informés, ils n'ont pas supporté d'échapper, si vous voulez. C'est toute la question. Eh bien, Mémoire d'un Européen, ça date de... Il l'a écrit à la fin des années 30 et ça a été publié de manière posthume. Ça n'a rien de... Enfin, c'est pas pessimiste, on pourrait croire à un bug. Non, pas du tout. C'est une sorte de réflexion, mais très lucide et sereine sur l'histoire de l'Europe des 2 siècles précédents. Et il parle de la guerre de 14. Je ne parle même pas de 40, c'est même pas la Shoah. Il parle de la guerre de 14 comme d'une crise terrible. Les modernes pensaient que par la raison, on pourrait échapper, on pourrait enfin arriver à se mettre d'accord même au niveau étatique. Stefan Zweig vit la guerre de 14 comme un échec de la modernité. 15 minutes. Oui. Alors, en arène, je ne reviens pas sur la Shoah. Les problèmes écologiques, c'est plus tardif. Mais c'est clairement, me semble-t-il, une remise en question du rapport moderne à la nature. Ça, oui. Ça demanderait d'être explicité. Hein, bon, ce serait l'objet d'un autre exposé. Eh bien, le 3e point, c'est ce qui me paraît quasi le plus redoutable. Hannah Arendt met beaucoup en évidence la problématique de la Shoah, et bien entendu, on le comprend. Mais je n'ai pas le sentiment que la Shoah soit dans la ligne de la modernité. Hitler n'était pas vraiment un moderne sur ce plan-là, mais ça demanderait de discuter. Ce n'était pas rationaliste. D'ailleurs, les premiers à être passés dans les camps de concentration, ce sont les libres penseurs rationalistes. Hein. Bon. Par contre, je pense que la colonisation, et je pèse un peu mes mots, je me rends compte que c'est redoutable, mais je pense que la colonisation va dans le sens de la modernité. Pourquoi ? Écoutez, la raison. Les Lumières, on allait porter aux autres cultures qui étaient restées dans l'obscurantisme, on allait porter les Lumières de la raison. Dans le processus de colonisation, la raison qui apparaissait comme un principe libérateur, on constate qu'il peut être aussi un principe d'oppression. Et ça, c'est une question de projet moderne. Ça, c'est une question de projet moderne. Est-ce qu'il y a place pour la pluralité dans le projet moderne ? Mais dans le projet initial, j'ose dire non. Dans ce sens-là, Hegel et Marx, c'est la thèse de Castoriadis, mais je serai d'accord avec eux, Hegel et Marx, c'est l'aboutissement de la modernité. Chez Descartes, il n'y a pas de place non plus pour le pluralisme. D'une certaine manière, par la raison, hein, il démontre l'existence de Dieu. Moi, si on était tous des cartésiens, on pense tous la même chose. Il y a une visée. Et c'est en cela, si vous voulez, qu'Habermas et Kant,
quand je parle d'une pluralité des rationalités, là, c'est une reformulation autre du projet moderne. À côté donc des crises, des raisons événementielles, si vous voulez, il y a aussi des raisons théoriques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Il y a les maîtres du soupçon, on connaît ça bien. Il y a le théorème de Gödel. Mais en termes de conclusion, si vous voulez, il me semble qu'un des enjeux majeurs de la philosophie contemporaine, c'est de penser la finitude de la raison, sans détruire la confiance en la raison. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens à faire confiance à une raison dont on mesure pourtant les limites de pouvoir? Bon. Et bien ça, c'est la posture, c'est la posture que je voudrais défendre. Mais avant ça, je ne fais qu'évoquer quand même quelles sont les réponses à la crise de la modernité. Moi, je constate que chez beaucoup, il y a un déni de la crise. Enfin, je ne veux pas... Le monde des ingénieurs, notamment, ce sont des actifs qui croient toujours à la science. C'est des purs produits 19e. C'est des purs produits 19e. Vous parlez de la crise de la modernité, ils vous regardent avec un petit sourire. Ça, c'est bien un philosophe. C'est bien un philosophe pour oser parler de la crise de la modernité. Où c'est qu'il y a une crise? Je pense que la crise n'est pas acceptée par tout le monde. Point. Si je passe au point 3, là, au contraire, les gens se réjouissent de la crise. Et dans toutes les obédiences religieuses, je constate, au fond, que la modernité soit en train de se casser la figure. Ça montre qu'on a besoin de nous. Hein. Les religieux, le discours religieux, c'est souvent ça. Dire, une société sans le ferment d'une religion n'est pas tenable. Bon. Regardez la modernité que ça donne. La modernité est en train de se casser la figure. On est là et on sera toujours là. Les replis communautaires et intégrés, on trouve ça dans tout. Hein, je veux dire, regardez la problématique du créationnisme aux États-Unis. C'est pas minoritaire, hein. C'est la droite républicaine, c'est les Tea Party, ils ont des milliards de dollars, ils ont des universités. Hein. Je ne suis pas en train de parler de petites sectes de rien du tout. Non, non. Alors, bon, bien entendu, dans certains milieux islamiques, mais dans certains milieux juifs aussi, dans certains milieux hindouistes. Le discours religieux, comme un discours qui pallie à l'échec de la modernité, c'est un pari qu'une série de personnes font. Alors, une position plus dominante, je dirais, dans le monde intellectuel, en tout cas, c'est la postmodernité et le relativisme. Ah, bon, prenez Lyotard, Latour. Là, au fond, on se dit, quelque part, quand on voit les raffus ou les difficultés liées à cette visée d'universel qui marque la modernité, laissons tomber toute visée d'universel. Laissons tomber toute visée d'universel, essayons de trouver un modus vivendi entre cultures et mettons en valeur le différent. Hein. Et la science, en fait, n'est pas une visée de vérité, hein, c'est une visée de maîtrise. Alors, il y a un universel de la maîtrise. Simondon a montré ça, qu'il y a un universel de la maîtrise. Mais l'universel de la maîtrise n'a rien à voir avec l'universel de la vérité. Bon, je vais vite, excusez-moi. Quelle serait la proposition? Qu'est-ce que c'est qu'une modernité critique? En deux mots, si vous voulez, une modernité critique, c'est une modernité qui est fidèle à l'intuition moderne d'une confiance en la raison, mais en tirant les leçons de l'histoire et en intégrant le fait qu'il y a une finitude de la raison. Et dire qu'il y a une finitude de la raison, en termes habermasiens, c'est prendre en compte du pluralisme des rationalités, et que dans chacune des rationalités, il y a une logique différente. Alors, dans la rationalité épistémique, Jean Ladrière parle de connaissance critique. Écoutez, je donne des cours aux scientifiques, moi je leur dis, écoutez, être un universitaire, c'est pas seulement maîtriser parfaitement sa discipline, c'est être conscient des limites de sa discipline. Et c'est pas contradictoire. Le biologiste n'explique pas le tout de la condition humaine. C'est quand même pas... Les psychologues, ils ne sont pas tous complètement pétés. Les sociologues nous en apprennent beaucoup aussi sur le fonctionnement social. L'anthropologie. Oui, mais regardez la difficulté de l'interdiscipline. D'où vient la difficulté de l'interdiscipline? C'est que chaque discipline, sans se le dire, fonctionne comme si elle avait l'explication totale du réel. Et les difficultés des rencontres entre médecins et psychologues, on est vraiment dans des présuppositions complètement différentes. Le concept de connaissance critique ouvre, au contraire, à ces dialogues interdisciplinaires. Mais, donc, il y a à la fois
Il y a à la fois l'affirmation de la force d'une discipline. Ce n'est pas du tout une posture relativiste, mais c'est une attention à la limite. C'est une attention à la limite. C'est vrai pour la rationalité épistémique. Par contre, la rationalité herméneutique, je vous l'ai déjà dit, il y a une citation de Rawls que j'aime bien. Une société démocratique moderne est caractérisée non seulement par une pluralité de doctrines compréhensives, morales, philosophiques et religieuses, mais aussi par le fait que ces doctrines sont incompatibles entre elles, tout en étant raisonnables. Eh bien, je trouve que c'est une formulation fantastique de l'intuition kantienne, quelque part, d'une rationalité herméneutique où il y a un pluralisme irréductible. Mais ça peut être à l'origine alors d'un concept de conviction critique. Et alors, deuxième chose, cette rationalité herméneutique a toute sa place même dans une visée de vérité. Combien de profs de sciences, et là je reviens à ma petite marotte, là, combien de profs de sciences n'expliquent pas le darwinisme avec un petit regard ironique par rapport aux créationnistes qui sont des petits cons. Alors, les créationnistes, s'ils veulent intégrer le concept de création dans la théorie scientifique, ils sont à côté de la plaque. C'est le problème du créationnisme américain, qui ne fait pas la différence entre la rationalité épistémique et la rationalité herméneutique. Mais être un prof de science qui dit, dans une rationalité épistémique, je vous assure que la théorie de l'évolution est incontestable, mais que ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un concept de création qui a tout son sens dans une rationalité herméneutique. Et bien, si vous dites ça, hein, vous libérez tous les musulmans qui sont dans votre cours. Est-ce qu'il y a moyen d'être scientifique sans être occidental? Le véritable enjeu, c'est la distinction entre une culture moderne et une culture occidentale. Dans la distinction entre rationalité épistémique et rationalité herméneutique est en jeu la possibilité d'une diversité culturelle. La science est un incontournable pour l'avenir de l'humanité. La science est toute omniprésente dans notre monde. Elle le sera de plus en plus. Comment faire en sorte que cette omniprésence ne soit pas une situation de fait où il y a une sorte d'homogénéisation et de fin de toute autre culture? Comment penser la diversité culturelle avec l'omniprésence de la science? Cette distinction entre rationalité épistémique et rationalité herméneutique est décisive. Et, précisément, il faut intégrer aussi la rationalité téléologique et l'éthique. Parce que, bien entendu, dans cette herméneutique généralisée, où il y a plusieurs systèmes possibles, mais tous les systèmes ne sont pas acceptables. C'est énorme de dire ce que je dis. Pour moi, tous les systèmes ne sont pas acceptables. Pourquoi? En fonction d'une éthique universelle que l'on construit. Alors, c'est toute la problématique des droits de l'homme, c'est toute la problématique de... Écoutez, une rationalité herméneutique qui défend l'esclavage, moi je pense qu'elle n'a pas sa place. Point. Nos sociétés reposent beaucoup plus qu'on ne le pense sur des... On est moins dans un relativisme qu'on ne le pense. En Belgique, parce qu'on est en France, en Belgique, vous tenez des propos racistes, vous êtes attaquable devant les tribunaux. Ben, ça veut dire que le racisme est considéré comme un mal, point, et de manière universelle. Hein? Rawls distingue, si vous voulez, la société juste de la vie bonne. La société juste est organisée autour des valeurs partagées, et la vie bonne, c'est chacun a sa manière de, peut avoir sa manière de... Donc, c'est une manière de maintenir, si vous voulez, la problématique. C'est une manière de maintenir la problématique d'un universel compatible avec un respect d'une diversité culturelle. Et je vais conclure là. Si vous voulez, d'une certaine manière, pour moi, une anticipation rigoureuse, si elle veut avoir... Bon, parce qu'il y a plusieurs types d'anticipation. Les science-fiction, c'est une forme d'anticipation, mais on est dans l'imaginaire. Mais si on est dans une anticipation qui se veut quelque part programmatique d'un certain type de société que l'on souhaite, on est déjà dans une logique beaucoup plus contraignante. Je pense qu'elle implique l'articulation des 4 types de rationalité, selon Habermas. Prise de distance par rapport à tout dogmatisme et à tout relativisme. La modernité critique intègre la pluralité des formes de rationalité et une ouverture à une culture marquée par le double mouvement d'une visée d'universel et d'inscription dans le particulier. Je vous remercie.